J'étais quelqu'un d'assez simple, sans aucune croyance particulière. Je travaillais dans la télésurveillance, la sécurité, donc du coup c'est ce qui me remettait encore plus sur terre qu'autre chose. J'étais marchand de biens, parallèlement à ça justement, et je courais un petit peu comme tout le monde après l'argent. Je pensais qu'on existait justement par rapport à ça, enfin ce que la société nous renvoie. Donc j'étais dans tout ça, très mal à l'aise quand même, mais ça je m'en suis aperçu après. Et puis j'avais une sensibilité qu'on ne sait pas mettre de mots dessus, mais voilà, j'étais quelqu'un d'assez ours, sauvage. J'ai eu l'impression d'être jusqu'en 2009, puisque mon expérience de mort imminente a eu en 2009. Avant ça, j'avais l'impression d'être dans la vie, et quand j'ai fait cette expérience-là, je me suis complètement retrouvé devant quelque chose de différent, et puis ça a complètement bouleversé tout ça, quoi. C'était donc une bonne semaine avant le week-end de Pâques. J'étais grippé, les sinus pris, des douleurs thoraciques quand même assez aiguës. Bon, je décide d'aller chez mon médecin. Malheureusement, il ne pouvait pas me recevoir avant 48 heures. Donc je décide d'aller chez quelqu'un d'autre, plus près de chez nous, parce qu'on est en pleine campagne, donc c'est pas évident. Et on me diagnostique là-dessus une grippe intestinale. Donc, bon, paracétamol, 3-4 jours, vous restez comme ça. Si ça va pas mieux, vous revenez me voir et on fera le point là-dessus. Je prends mes paracétamol, mais mon état s'empirait. C'est-à-dire que je pouvais de moins en moins respirer. Je ne pouvais plus m'allonger en fait. Pendant cette semaine-là, j'étais assis, endormi, et je m'endormais. Je considère plus ça comme un espèce de coma. C'est-à-dire que je prenais 1 gramme de paracétamol toutes les heures. Quand je suis arrivé à l'hôpital, quand j'ai raconté ça, on m'a dit mais ça aurait pu rien que ça déjà vous tuer, quoi. C'est une dose assez incroyable, mais la douleur était tellement forte qu'il n'y a que ça qui calmait. Et pendant ce calme-là, en fait, je tombais de sommeil forcément. Donc du coup, mon week-end de Pâques se passe, je te laisse imaginer, assez bizarrement. J'avais plus de 42 fièvres, enfin c'est monté même un peu plus haut, donc des délires, des choses comme ça. J'ai senti quelque chose d'étrange. Maintenant, je le dis et j'ose le dire, en fait, 3-4 jours avant, on sent la mort arriver, en fait. Ça crée chez nous une espèce d'apaisement. Et il y a vraiment plus rien d'important. En fait, ma compagne de l'époque, elle voyait, elle, de l'extérieur, mon état. Elle me disait, il faut appeler le SAMU, enfin, tu étais dans un état pitoyable. Je dis, non, mais on va passer le week-end comme ça et j'irai moi-même chez le médecin, voilà. Quand je suis arrivé chez le médecin, elle m'a dit tout de suite, vous pouvez vous rendre aux urgences, là, il y a quand même un souci. Quand je suis arrivé à l'hôpital, j'avais plus que 5% de capacité pulmonaire. Donc j'ai été hospitalisé forcément tout de suite. Radio des poumons, ils sont aperçus que tout était plein, enfin voilà. L'interne, je me rappellerai toujours, il me dit qu'est-ce que vous faites là, pourquoi vous êtes ici? Donc je lui dis visiblement une grippe intestinale. Bon, je sentais bien qu'il y avait autre chose là-dessous, mais voilà. Et lui, il me regardait avec des gros yeux, bon, il cherchait stéthoscope, tout ça, mais il me dit comment on a pu faire ce diagnostic-là? Il me dit même avec le stéthoscope, je n'entends pas votre cœur. Donc il me fait l'échographie, il me montre une grosse masse noire sur l'écran, il me dit là, vous voyez, c'est votre cœur et péricarde. Et puis il y avait une toute petite tête d'épingle blanche comme ça qui clignotait. Et il me dit le petit point blanc là, c'est votre cœur. En fait, le péricarde, c'est donc le muscle qui entoure le cœur. Et il y a un liquide là-dedans qui est en train de comprimer le cœur. Et voilà, vos problèmes déjà viennent de là, donc il faut opérer rapidement. C'est quelque chose d'assez bénin. En fait, on ouvre, on libère le liquide et voilà, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Mais il faut se dépêcher avant que tout se referme, quoi. On monte au bloc opératoire, en me rassurant forcément, on me transfère sur la table d'opération. Alors toujours, voilà, je luttais pour rester vraiment assis parce que sinon ça me coupait vraiment le souffle. Et donc tout le monde bricole autour de moi, on me branche de tous les côtés, voilà. Et je me rappelle de l'anesthésie sur ma gauche, donc il commence à me dire bon, vous allez vous allonger, je vais vous endormir au masque, vous inquiétez pas, tout ça. Et j'ai cette phrase-là qui me résonne encore, mais tous les jours, hein. Je le regarde comme ça, et je lui dis bon, si je m'allonge en fait, je meurs. Mais c'est vraiment ces mots-là. Alors du coup, son sourire, c'est un peu fermé, quoi. Tous les gens autour qui s'affairaient, en fait, ça a créé un petit peu un silence et on sentait une lourdeur assez, voilà. Donc tout le monde essaie de me rassurer, n'ayez pas peur. J'ai pas peur, juste je vous dis, je peux pas m'allonger. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, en fait, t'es à l'hôpital, ils sont là autour de toi, tu fais ce qu'on te dit et puis basta, tu laisses faire. Donc du coup, je décide de laisser descendre mon corps. Et là, je n'ai pas souvenir d'avoir posé la tête sur la table d'opération. En fait, en descendant, j'avais de plus en plus effectivement de mal à respirer. Et d'un coup, je me suis senti éjecté de mon corps et de nouveau assis sur la table. Et libéré en fait de ces douleurs qui étaient incroyables, même avec les médicaments, les choses comme ça. Un peu comme si
Là, tu fais comme ça et tu récupères toute l'énergie de tes poumons et tout ça. Et je me retrouve assis comme ça. Et d'un coup, je suis très bien. Là, je me dis, stop, reste comme ça, bouge plus, c'est parfait. Sauf que tout de suite derrière, je m'aperçois que tout est blanc autour de moi. Je sens que je suis en train de bouger, que je suis assis, j'ai encore conscience d'être dans cette fameuse salle d'opération. Libéré de tout ça et blanc, t'es bien, tu te vois plus. Et puis dans la tête aussi, tout un tas de choses qui se libèrent. J'ai cette réflexion-là de dire, ben écoute, t'es mort. À ce moment-là, aucune inquiétude, aucune peur, voilà, je laisse vraiment faire les choses. Et suite à ça, mais c'est des choses qui se passent très rapidement en fait, hein, c'est vraiment, c'est même difficilement explicable, mais enfin voilà, c'est comme ça que je peux le ramener. Après, je sens ce fameux, enfin ce que j'étais, ce corps assis, faire des mouvements comme ça, donc circulaires, horizontales, donc toujours au niveau de la table d'opération. Je me sens toujours assis, même quand je suis plus sur la table d'opération. Et à ce moment-là, c'est pareil, tout est blanc, je vois rien, je vois pas de table, je vois pas de médecin, mais je sais qu'ils sont là et que la table est là, enfin bref, c'est un truc... Je fais des mouvements comme ça circulaires, de plus en plus larges, jusqu'à arriver donc sur ma droite. Forcément, la salle d'opération est séparée d'un mur. Et qu'est-ce que je fais? Je commence à passer à travers le mur. Alors ça, c'est un souvenir qui est très difficile à raconter. C'est pour ça qu'une expérience comme ça aussi, il faut comprendre qu'elle est traumatisante. Il y a des personnes qui ont vécu ça et qui ont gardé ça 40 ans, 50 ans, qui n'en ont même jamais parlé. Je te laisse imaginer seulement un instant être obligé de raconter, soit des gens, famille déjà principalement, mais après en public. Voilà, je suis passé à travers un mur pour aller dans la pièce à côté. Et là, qu'est-ce que je vois à côté? Je vois une salle de repos, une cuisine avec des restes de repas sur une table, du vin, champagne, enfin... À ce moment-là, je prends conscience quand même que je suis mort. Dès que je me posais une question, je n'avais pas fini de me poser la question, que j'avais déjà la réponse. Et ça, c'était un truc hallucinant et je me suis amusé de ça. Et j'ai voulu aussi après voir des choses. Et je me suis aperçu que dès que j'avais l'intention de voir quelque chose, je me retrouvais tout de suite devant la chose voilà, précise. Dans cet état-là, dans la lumière, tu ne te poses pas la question d'halluciner ou pas halluciner. C'est la vérité, c'est exact. Tu ne demandes rien en fait, tu prends tout ce qui s'amène à toi et c'est tellement magique en fait que voilà. Je me suis senti partir, je me suis retrouvé chez moi et donc j'ai une maison à la campagne, devant on a un petit jardin dans lequel on avait mis des petits pieds de tomates. Je ne voyais pas comme je vois là aujourd'hui, mais je voyais toutes les molécules. Enfin, j'ai traduit ça comme ça. Je voyais des choses, des petits points, des petites choses comme ça, très électriques, en mouvement. Et je suis passé comme ça, et donc j'ai passé ma main dans ces fameux pieds de tomates. Et là, j'ai su qui elles étaient, comment elles étaient. Et je me suis même dit, non, c'est très bien, ils sont en bonne forme, ça va bien pousser, ça nous donnera de bons fruits et tout ça. Donc, et même derrière ça, s'il y avait eu un problème, j'ai la sensation que j'aurais pu intervenir moléculairement là-dedans, faire en sorte que justement elles nous donnent de bonnes tomates. Voilà, ça c'est quelque chose d'assez particulier, perturbant en souvenir, parce que comment amener une preuve à tout ça, enfin voilà, c'est vraiment... Donc je suis devant la maison et je décide de rentrer, donc je vois d'un coup l'intérieur de la maison comme je la vois aujourd'hui. Et qu'est-ce que je vois tablé en fait? Je vois mon ex-compagne et mes 2 enfants. Mon ex-compagne avait le téléphone sur la table et elle attendait d'une minute à l'autre qu'on lui annonce mon décès. C'était vraiment voilà, dans cette ambiance-là dans laquelle ils étaient. En parlant avec elle après, elle m'a dit, on commençait à lui dire de préparer des vêtements pour pouvoir me mettre en bière et m'enterrer, quoi. C'est vraiment, j'étais, on va dire, là, à ce moment-là, perdu pour tout le monde, quoi. Et donc moi j'arrive là, et c'était un soir d'orage, l'électricité se coupe. Donc les enfants apeurés, tout le monde apeuré. Et ça, d'un coup, ça me saute vraiment au visage, quoi. Et tous les sentiments qu'ils pouvaient avoir, alors ils étaient petits encore, mais les inquiétudes, tout ça c'était les miennes. Comme ils étaient dans le noir, je leur dis, ben, vous inquiétez pas, sur le côté de la gazinière, il y a des allumettes, des bougies, hop, vous mettez ça sur la table, vous allumez, et ça va vous faire un petit peu de lumière, le temps que le courant revienne, voilà, vous inquiétez pas, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Et ce qui me perturbe dans tout ça, c'est que je suis en train de communiquer avec eux, et à aucun moment j'ai ce sentiment de eux vivants, moi mort, enfin voilà, c'était vraiment comme si j'étais rentré à la maison, et personne m'entend, personne m'écoute, enfin voilà. Et c'est ce que j'ai dit en sortant du coma à ma compagne, c'est quasiment les premières phrases que j'ai pu lui écrire sur une ardoise, parce que j'étais encore intubé et tout ça. Je disais, mais tu sais que quand je te parle, il va falloir te mettre à m'écouter, parce que à chaque fois que je dis quelque chose, personne ne m'écoute, quoi.
Et là, elle me regarde avec des gros yeux, elle me dit qu'il était en train de me dire quoi. Donc du coup, je lui dis, mais l'autre soir, je suis venu à la maison, je te dis où sont les bougies, les allumettes et tout ça, et non, personne m'écoute, quoi. Donc c'est là que d'un coup, ce souvenir-là a été confirmé, c'est ce que je voulais vraiment, j'étais vraiment cartésien au départ, hein. Donc quand on parle d'hallucination, de choses comme ça, d'accord, mais là, vraiment, là, elle me dit, bah oui, on était chez nous, le courant a coupé, enfin voilà, c'était vraiment mon souvenir, quoi. Je m'aperçois qu'ils sont dans leur peur, dans leurs angoisses, et j'ai beau essayer de calmer, d'étendre l'atmosphère, rien n'y fait. Ça me renvoie dans cette fameuse lumière. Et j'ai eu un autre voyage comme ça, et là je ne sais pas s'il est tout de suite derrière, s'il est là dans le temps, comment placer les choses, je ne sais pas. Mais je me retrouve chez mon médecin traitant, donc celui qui n'a pas pu me recevoir. Et je me retrouve derrière ma mère, qui est en train de presque de l'insulter, hein, en lui disant mon fils il est dans cet état-là, c'est à cause de vous, vous êtes des incompétents, enfin bref. Et moi je suis derrière elle et je lui dis non, 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 c'est pas lui, je l'ai pas vu, il est pour rien, enfin voilà, c'est un autre médecin que j'ai vu et voilà. Et le médecin, bah, il prenait avec gentillesse et politesse en fait les plaintes et puis voilà. Et là toujours pareil, je dis c'est incroyable, je lui dis c'est pas lui, elle se retourne même pas pour me dire ben oui t'es là ou je sais pas quoi. Et voilà, je suis là, debout derrière elle, je parle et ça aussi, ce souvenir-là, bon, bah, m'a été confirmé avec un peu plus de difficulté parce que mon expérience de mort imminente, savoir que pour moi, elle était perturbante, mais ce que j'avais pas pris conscience, c'est pour mon entourage aussi. Et ma mère, il n'y a pas longtemps, m'a dit, tu sais, écoute, ça a été très difficile quand même. Voilà. Elle a mis plus de 7 mois, c'est quand même pas rien, à me confirmer ce message. Et pour moi, ce qui était important, c'est de ne pas raconter n'importe quoi. Et je lui dis, écoute, tu fais partie de mon souvenir, est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que ça s'est passé comme ça? Est-ce que... Tout ça pour finir par me dire, écoute, oui, c'était ça, mais moi, ça me fait peur, ton affaire. Je me retrouve dans ce fameux sas, là, dans lequel je te dis, lumière, dans lequel je suis bien et tout ça. Et jusque-là, donc aucune contrainte pour moi, aucune peur, aucun... Voilà. Je me retrouve pas seul dans cette lumière. Je ressens mon grand-père paternel, qui est décédé en... Je devais avoir 8-10 ans. Donc si tu veux, moi j'ai vu simplement son visage, ça m'a suffi, je savais qu'il était debout à côté de moi, mais j'ai vu que son visage, et ça c'est curieux, c'est que j'ai revu des photos après, j'ai rien reconnu, et il s'est montré à l'âge de 30 ans, 30-35 ans, voilà, beau gosse, les cheveux peignés en arrière, enfin gomina. Et il s'est pas montré à l'âge moi où je l'ai connu, à 60 ans, malade d'un cancer, complètement rétamé par cette maladie. Et c'est lui qui m'accueille. J'ai vite compris qu'on était tous attendus par quelqu'un comme ça, pour apaiser des peurs ou pour apaiser des angoisses. Il me retient un petit peu dans ce sas-là, en me disant « Écoute, t'es bien mignon, t'as l'air de t'amuser, là, c'est très bien, mais t'es pas là pour ça et c'est pas le moment en fait. Et il faut que tu retournes. » Moi, tout de suite, c'est douleur, c'est machin, c'est truc, c'est hôpital, c'est galère. Non, non, je dis « Moi, je suis très bien ici, je reste là et c'est tout, quoi. » Et il insiste vraiment sur ce fait de me dire non, c'est vraiment pas le moment et t'as pas terminé, donc il faut que tu retournes. Et là, d'un coup, se matérialise quelque chose, je ramène ça comme ça, c'est un peu comme un... On peut prendre ça comme un conseil. J'étais face à tout un tas de personnes, c'était toutes des gens de ma famille proche, des gens que j'ai connus. Je retrouve tout un tas de personnes, la grand-mère, le truc, enfin, hyper content de retrouver tout le monde. C'est vraiment des ressentis, même si tu vois le visage d'une personne, tu sais déjà que c'est elle, enfin voilà. Et sans en parler, parce que du coup on ne parle pas, mais il y a d'un coup une connexion, des conversations qui se passent, enfin, c'est vraiment hyper agréable. Donc voilà, tous ces gens-là sont là autour, on est content, c'est presque la fête. Et là, on me présente un livre qui explique de ma naissance, 1972 à 2009. Et sur cette page, qu'est-ce que tu vois? Tu vois ce que tu avais décidé de faire et ce que tu as fait, et ce qu'il aurait fallu faire. Et il y a toute une ramification, et pour un millième de seconde de ta vie, en fait, tu peux avoir une page. Ce que j'ai dit en conférence, j'ai dit si j'avais pu craquer une page et puis vous la montrer, mais le cerveau il lâche là tout de suite. Il y a tellement de possibilités, de choses comme ça que... Donc je feuillette ça, puis on passe sur les choses insignifiantes, voilà, mais tu peux voir la première dent que tu as perdue, enfin voilà, tout ça, donc on avance, on avance. Et puis je m'arrête sur l'âge de 17 ans, je vis dans un quartier populaire, quoi, pas terrible. Je tombe sur un vélo, qu'est-ce que je fais? Je monte dessus, je vais faire le guignol avec 1 heure ou 2, et puis je l'abandonne dans un coin, dans un buisson. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Je vois ce truc-là. Et ça va assez loin dans le truc, c'est que je m'aperçois qu'en fin de compte, bah, c'était pas ce que j'avais de mieux à faire.
Ça, c'est une première chose. Après, je me rends compte que je vois la personne à qui appartenait ce vélo et les conséquences de mon vol, en fait, par rapport à elle. Alors, je donne un exemple, hein, c'est quelqu'un en vélo plus qu'en voiture, c'est qui galère. Toujours un petit peu en retard au boulot. Là, le fait de lui avoir volé son vélo ce coup-ci, c'était la goutte qui a fait déborder le vase, chômage, enfin bref, tout un engrenage. Et je vois en fait la vie que j'ai, moi, déclenchée par rapport à tout ça. Je ressens la tristesse, la douleur, l'incompréhension, l'injustice. Enfin, tout ça, c'est pour toi, en fait. Ça t'appartient, c'est vraiment à toi, alors que tu l'as fait à quelqu'un d'autre. Mais c'est à toi. Et c'est là que j'ai compris, quand on parle d'unité, en fait. On est tous là, séparés les uns des autres, par une matière. Mais énergétiquement, on est tous là. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc, au niveau des sentiments, tout ça, tu prends tout ça en pleine poire. Donc, tu vas faire une réflexion à quelqu'un qui va vraiment le blesser. Tu prends ce que tu as fait, quoi. Vraiment, au fond de moi, ça a vraiment flashé, quoi. C'était vraiment... Je me disais, bordel, t'étais pas venu là pour ça, quoi. C'était vraiment fait autrement, quoi. Comme si on m'ouvrait les yeux. Et ce que j'explique, c'est que j'ai été amené à me juger. Bon, je ramène ce conseil, là aussi, ça fait un peu jugement dernier, tu vois. C'est vraiment, voilà, toutes ces personnes étaient là avec moi et d'accord avec toutes les décisions que j'avais prises. C'est-à-dire que, voilà, c'est bien, tu as pris un vélo, tu t'es amusé, nickel. Et puis on m'amenait, mais je l'ai fait moi tout seul, à me dire, ben non, non, c'est pas bien, arrêtez. C'est pas bien, c'est ça qu'il fallait faire. Mais tous les gens qui étaient autour de moi étaient avec moi. Enfin, voilà, c'est vraiment ce côté amour inconditionnel, en fait. T'aurais pu être le dernier des derniers, c'était parfait. Mais c'est toi-même, en fait. Tu vas venir t'amener à te juger et tu vas dire, ben non, en fait, c'est pas ça et je suis pas comme ça, en fait. Et donc, c'est comme ça qu'il fallait réagir. Même mon grand-père qui était là vraiment en tant que guide m'a pas dit, tiens, t'as vu ça, si... Non, il est intervenu sur rien du tout. Simplement, une contrainte, c'est de me mettre devant ses livres et de me faire réagir. Et on continue et d'un coup, je m'aperçois que j'ai une fille. Ah bah non, super, alors qu'est-ce que t'en fais? Et je m'aperçois que, eh ben, comme j'ai géré ça, c'est peut-être pas la meilleure manière de gérer. Tu décides d'avoir un enfant, c'est peut-être pour t'en occuper un peu plus. Enfin voilà, j'étais assez à fond dans le boulot. Comme je te dis, je courais après l'argent, donc voilà. Et je me dis, bah, t'aurais pu quand même faire autre chose. Et je continue à tourner les pages. Ah, j'ai un fils, même exercice, et je vais là jusqu'au bout. Et à ce moment-là, je me dis, ben, d'un coup, le grand-père, depuis tout à l'heure, il me dit, ben, c'est pas le moment où tu peux retourner. Moi, en ayant pris conscience de tout ça, je dis, ben, si je peux retourner, puis essayer de modifier ça, ou changer en tout cas mon comportement par rapport à tout ça, go, je vais y aller parce que je me sentais très mal. Je me dis, tu avais l'impression d'être dans la vie, tu brillais, non, tu es complètement à côté de la plaque et c'est pas ça la vie, quoi. Et d'un coup, on me montre deux trucs, on me montre eh ben, un livre qui continue, 2009, si je décide de rester, donc on me montre mes enfants, ce qu'ils deviennent, la douleur, la détresse, tout un tas de choses, le fait de perdre un père, mon fils avait 1 an, ma fille 4 ans, c'est quand même petit. On me montre tout ça, et là d'un coup, je me dis, ouais, je suis dans la fête, dans le truc, mais je peux pas trop... Voilà, laisser les gens en bas comme ça, c'est vraiment ça qui est venu à l'esprit. Et on m'a montré un autre truc aussi, c'est si je redescends, ce que je fais. Et je voulais être indépendant, vraiment ça, mais depuis toujours. Mais là, je me vois travailler artisan, par exemple. J'ai pas trop de souvenirs vraiment, mais une vie un peu plus en adéquation à ce que j'aurais pu faire, en tout cas de mieux, et puis que ça se passe plutôt pas mal. Les enfants un peu mieux que si j'étais pas là. Je dis pas que le fait que je sois là, ça soit vraiment la fête, hein, c'est pareil. Hein. On est que des êtres humains, comme on dit, mais voilà, on fait ce qu'on peut, on fait le maximum. Des fois, ça fonctionne pas spécialement, mais on montre ces deux vies-là. Du coup, bah, ça a fini par avoir raison. Je me suis dit, ben ok, je veux retourner pour faire différent. Principalement m'occuper de mes enfants. Je me suis ouvert à d'autres choses aussi, forcément, mais c'était vraiment comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que mon couple de l'époque a vite été ce qu'il est devenu. C'est-à-dire, on s'est séparés, hein, parce que voilà, j'étais vraiment focalisé sur les enfants. Et donc, un retour très, très, très douloureux. Bienvenue à la maison, en fait. Hein. C'est en un quart de seconde, vraiment une douleur terrible. Alors, d'un coup, tout ce qui était effacé, hein, les douleurs, comme je parlais, les trucs, voilà, tout se remet en place. Et là, il n'y a aucun souci, t'es bien arrivé. C'est vraiment une contrainte incroyable. Tu as l'impression d'occuper toute la pièce et d'un coup, on va te mettre dans un dé à coudre. Donc, je te laisse imaginer l'oppression, et puis tout ce que tu
tu pouvais avoir autrement, c'est-à-dire par rapport aux questions. Là, d'un coup, tu réagis simplement avec ton cerveau, le peu qu'il y a, quoi. C'est vraiment quelque chose de désagréable. Je m'étais fait la réflexion aussi de me dire que c'est peut-être aussi bien pour ça que les bébés, les nouveau-nés, ils hurlent à leur naissance. Alors on parle de, ouais, c'est les poumons qui se développent et la première fois que tu prends une inspiration. Mais moi je pense quand même que c'est vraiment cette énergie-là qui vient incarner et forcément le choc, quoi. Alors quand j'ai ouvert les yeux, c'était passé quand même 11 jours. Donc, la vieille barbe, le truc, voilà, c'est... On vous montre des miroirs pour dire vous êtes encore là, vous voyez, c'est le truc. Donc je communiquais avec une ardoise forcément, puisque j'avais encore un tubé, tout ça, je ne pouvais pas parler. J'ai fait 3 mois et demi d'hospitalisation. Il a fallu que je réapprenne à marcher, à manger, à parler. Je suis resté quand même plus de 2 mois et demi avec plus de 42 fièvres. Et tout en ayant une espèce de connexion avec plein d'histoires à l'hôpital, plein de choses. Un truc assez rigolo, je me rappelle un soir, j'étais dans un service, j'étais le plus jeune. Après, derrière moi, c'était des grands-pères, des grands-mères. Et un soir, voilà, c'était assez terrible pour le service. Je crois qu'ils ont perdu 5 personnes. Et à un moment, je vois la porte de ma chambre qui s'entrouvre et un infirmier comme ça qui regarde à l'intérieur. Et je fais non, non, je ne serai pas le 6e, je reste encore là une nuit. À ma sortie de brouillard, on va dire, j'ai tout de suite eu envie de parler de ça. Comme je suis assez ouvert, on va dire, j'ai pas eu de souci de me dire on va me prendre pour un fou tout de suite en fait, hein, encore hospitalisé puis en mal en point. Alors que d'autres personnes vont être amenées à taire un peu plus ce truc-là. Mais moi, j'avais qu'une envie, c'était de partager ça. J'ai essayé d'en parler au départ, donc dans ces fameux 3 mois là d'hospitalisation. C'était silence radio. Donc ce que j'ai fait, j'en ai parlé à ma compagne qui m'écoutait. Et c'est quasiment la seule avec qui j'ai échangé par rapport à ça. Après, je suis rentré chez moi avec ce truc, mais je l'ai vraiment enfoui dans ma tête, en me disant, bon, si t'as halluciné, t'as rêvé, tu deviens fou, enfin voilà, toutes ces choses-là. Un soir, je regarde, je vois un documentaire sur Nicole Dron, une petite dame, et puis qui a un discours un peu comme moi je l'avais sur mon lit d'hôpital, quoi. C'est pas quelqu'un qui a l'air d'être halluciné, quoi que ce soit. Je me rappelle simplement que tout ce qui était moi, mon essence quelque part, se trouvait au plafond et je voyais de tous les côtés à la fois et j'éprouvais un sentiment mais incroyable, mais de me sentir exister au-delà de mon corps, quoi, tout simplement. Alors je me suis regardée. J'étais étendue sur la table d'opération. J'étais cadavérique, avec des tuyaux dans le nez, enfin, etc. Et je me suis regardée, je me suis dit, qu'est-ce que t'es moche, ma fille. Mais ça n'avait déjà plus d'importance parce que c'était ce corps-là, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, ça n'avait plus d'importance. Puis à un certain moment, j'ai entendu le chirurgien qui a dit « Elle me pète entre les mains ». Mon mari m'avait dit « N'en fais pas, ça va bien se passer, on t'attend dans la salle d'attente ». Je pense à lui tout bêtement et flac, je me trouve dans la salle d'attente de l'hôpital et je prenais conscience de traverser les murs. Et voilà que uniquement en pensant à mon mari, je m'y trouve. Et surtout, là je vois que vous me regardez par exemple, donc vous me voyez. Tandis que là, moi, je regardais mon mari, je regardais mon beau-père, mais je prenais conscience qu'il ne me voyait pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'allais à droite, j'allais à gauche, je faisais des coucous. À certains moments, j'ai mis même ma main sur l'épaule de mon beau-père et ma main a traversé son corps. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Je ne comprenais pas. Et là, pour la première fois, je me suis dit, ça y est, ma fille, tu es morte. Et je suis rentrée dans la lumière et c'est le plus beau moment de ma vie. Parce que je rentrais dans un océan d'amour pur. Et j'étais dans une plénitude de paix, de compréhension, je ne peux pas vous expliquer. Dans cet état-là, dans cette lumière-là, j'ai su que j'étais éternelle et que je vivrais toujours. On le sait, voilà, c'est comme ça. Je prenais conscience du mot « je suis ». C'était comme si j'étais unie à la vie qui était partout dans l'univers, que je devenais cette vie-là et qu'il n'y avait que ça, quoi. Merci à la providence divine de m'avoir fait vivre cette expérience parce que je sais que la mort n'existe pas. Je sais que la vie, elle a un sens. Et quel sens, mon Dieu! Puis un jour, j'ai dit non, ma fille, tu ne peux plus continuer à renier cette expérience-là. Je vais même vous dire une chose. Je crois qu'on peut mourir de se trahir. On peut en arriver à en mourir physiquement parce qu'on ne peut plus vivre dans une plénitude totale, c'est pas possible. Et en l'écoutant, en fait, elle arrive à mettre quelques mots sur des sensations que j'avais vécues.
Dont un particulièrement, au bout d'un moment, elle dit elle s'est retrouvée dans un jardin et elle a cette réflexion-là de se dire je me suis pas sentie plus importante que le brin d'herbe qui était devant moi. Et ça a déclenché un truc chez moi, c'était vraiment, mais ça y est, c'est ça quoi en fait. J'ai compris ça aussi, enfin je l'ai senti ça. Dans cette expérience-là aussi, c'est ça, c'est que tu te sens mais avec vraiment tout et tu peux pas aller te sentir supérieur par rapport à quoi que ce soit, enfin tu as vraiment cette conscience-là. Là, jusque-là, tu as vécu quelque chose, tu as une vie, voilà, toi, tu es dans ta réalité de vie. Je te prends en 2 secondes, hop, je te montre, et d'un coup, tu te dis merde, mais c'est complètement pas ça, quoi. Et tous les jours au quotidien, même en réponse à certaines choses, ah bah tiens, fais ça, fais ci, ou qu'est-ce que tu penses de ça? Ça m'emmerdait, ça, en fait. Enfin, la politique, tout ça, voilà. J'ai passé 3 ans et demi de tourments. Mon médecin me proposait simplement, pour calmer un petit peu tout ça, de prendre des anxiolytiques, ce que j'ai jamais voulu prendre. Mais je continuais quand même dans mon discours de moi, je ne travaille plus pour personne, je ne veux pas être contraint de quoi que ce soit. Enfin, un discours assez compliqué quand tu es intégré dans une société, quoi. Et donc ma compagne de l'époque, elle me dit, écoute, tu es mignon là, mais tu commences à partir un peu dans des trucs incohérents. Tu devrais aller voir quelqu'un. Donc je dis, bah non, les anxios, le psy, tout ça, ils pourront rien pour moi. Elle me dit, ouais, mais il y a une magnétiseuse sur Dijon, voilà. Elle peut avoir des connexions, des trucs. Je dis, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ces gens-là, c'est des clowns, ils servent à rien. Enfin voilà, dans quel état d'esprit j'étais aussi encore par rapport à ça. C'est pour ça que c'était compliqué pour moi d'en devenir un. Hein. La remise en question, elle part de loin. J'ai eu rendez-vous donc avec cette femme. Et bah, comme Nicole Dron, mais un peu plus loin. Elle a remis encore des mots sur des sensations. Elle m'a apaisé de tout ça parce que j'étais vraiment mal. Pour qu'on me propose des anxiolytiques, voilà, c'est que t'es vraiment pas bien. Et ben là, d'un coup, j'ai tout laissé dans son cabinet, mais en une séance. Hein. J'étais, voilà, de nouveau apaisé par rapport à tout ça. C'est ce qui m'a permis justement de digérer toute cette histoire-là et bien plus vite que ce que je l'aurais fait si j'avais été tout seul, quoi. Ce que je voudrais dire aux gens qui ont vécu ces expériences-là, c'est de se rapprocher de groupes de parole. On est là pour accueillir ces fameuses personnes, les écouter, les entendre, puis les aider, pourquoi pas, à intégrer cette expérience-là qui est effectivement traumatisante. Enfin, j'aime bien mettre ce mot-là, traumatisant, parce que souvent les gens vont dire « Ah, mais vous avez vécu quelque chose d'extraordinaire ». Ça, c'est sûr, c'est extraordinaire, magique, mais après, pour l'intégrer dans l'espace là dans lequel on est, c'est un petit peu compliqué, quoi. C'est de la dépression. Moi, je connais au moins 20 personnes voilà, qui tournent sous anxiolytiques parce qu'ils n'arrivent pas à assumer ça. Parce que, comme je te disais, va raconter que tu es passé à travers un mur et que tu as vu ce qui se passait de l'autre côté. Juste ça. Moi, en plus, j'étais inquiet parce que j'avais les enfants. Je me suis dit, si je commence vraiment à parler, on va dire, le mec, il est barré, on va lui enlever ses enfants parce qu'il ne tourne pas rond, quoi. Et j'aurais pu être devant même une dizaine de médecins en me disant si vous continuez à tenir ce discours, on vous enferme. J'aurais maintenu ce que j'ai à dire. C'est-à-dire que cette expérience-là, en fait, je ne peux pas raconter autre chose. Aujourd'hui, en fait, je ne peux pas me mentir. Ça, c'est hyper important. Je ne me mens plus, en fait. Souvent, on a cette dynamique-là de dire, ah, enfin, comment on dit, on met le mouchoir dessus, puis voilà, ça va bien le faire. Non, moi, je me mens plus. Si ça me plaît pas, ça me plaît pas. Ça me plaît, ça me plaît. Je peux plus mentir aux autres. Donc je suis toujours inquiet quand on me pose une question. Parce que je suis pas sûr qu'on puisse entendre la réponse. Enfin voilà, c'est un peu dans ce sens-là. J'ai un ami enfin, qui a fait l'expérience de mort imminente, pareil. Et il a vécu des choses un petit peu similaires à ça. Et lui, par contre, n'a jamais voulu revenir. Même en ayant conscience de sa femme, de ses enfants, de ses... Voilà. Alors il est là aujourd'hui. Mais dans la tête, il ne veut pas être là. Il ne se donnera pas la mort pour longtemps. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'important à souligner. C'est-à-dire que souvent, les gens me disent mais si c'est si formidable que ça de l'autre côté, pourquoi tu n'y retournes pas, quoi? Ben parce que je sais qu'il ne faut pas que j'y retourne. C'est pas le moment, c'est pas l'heure, c'est pas... Voilà. Donc, du coup, je reste là, je fais ce que j'ai à faire. Et puis, le fait d'en parler aussi, ce qui m'a décidé pourquoi aussi vite, c'est que j'ai vraiment pris conscience que soit je continue à me taire, je deviens fou. Pour de bon, j'aurais vraiment pu devenir fou. Et je me suis dit un matin, j'ai dit, de toute façon, t'es pas revenu là pour ça. Parce que j'étais vraiment au fond. J'ai dit, ça sert à rien, là. Ça fait 3 ans, tu perds ton temps, t'es dans tes pantoufles, là, à baisser la tête. Et c'est ça qui m'a décidé à en parler, quoi. Vraiment. Et je me suis dit, merde, je vais dire ce que j'ai à dire.
Je suis conscient que ça ne plaira pas forcément à tout le monde. C'est pas fait pour perturber qui que ce soit. Mais moi, pour moi, il faut que je le fasse. J'ai refait un petit bouquin par rapport à tout ça, mais de mon côté, hein, artisanal vraiment. Ce qui m'a amené à faire des conférences et puis en parler, à faire des groupes de parole. Donc voilà. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise. Souvent on me dit pourquoi vous en parlez, pas d'autres, on fait des groupes de parole, il y en a même entre nous, ils vont avoir une réticence à en parler. Et moi ça me fait tellement de bien que du coup j'hésite pas à... Parce que je dis à chaque fois que j'en parle, ben, j'y retourne. The important thing to understand is that Gateway Valley was much more real than this world. Far sharper, crisper, and more real than this. This is very dreamlike by comparison. That was a deep, deep mystery to me for a long time, trying to understand that ultra reality. It's very hard to put it into words. Later on, when I was trying to explain all this, and my original default was this had to be some crazy brain effect, some wild hallucination or drug effect or dream. That's what I was trying to explain it as. But after many, many months and going over all this with my doctors and everything, we came to realize, well, it was way too real to be real because it really happened. But it didn't happen in my brain, and it didn't happen in the physical universe. It was a much deeper clue about the nature of all existence, and in many ways confirmed tens of thousands of other near-death experiences and other spiritually transformative experiences, not to mention the writings of religious mystics and prophets and those writing about the afterlife going back thousands of years, because we're all talking about the same thing. Elle était nécessaire, oui, pour moi, vraiment, parce que j'étais vraiment à côté de la plaque. Et sans cette expérience-là, j'aurais pas fait, parce que je suis pas sur mon petit nuage, j'ai des problèmes comme tout le monde. Quand tu vas manquer d'argent alors qu'avant tu étais blindé, j'avais juste à poser la carte bleue et puis il n'y avait pas de souci. Donc tu te dis tiens, je retournerai pas un petit peu dans ces affaires-là, quoi. Et tout de suite l'expérience, ça vient me rattraper, quoi, à me dire attends garçon, voilà, réveille-toi, t'es pas là pour ça. Donc tu vis ce que tu as à vivre, mais voilà, il y a des difficultés, il y a des choses, mais ça m'aide à surmonter. J'étais assez discret, mais en attendant, j'ai quand même démissionné. Je faisais les choses plus subtilement, j'expliquais pas pourquoi je voulais les faire, mais je les faisais. Parce que j'avais vraiment ce truc-là au fond de moi, quoi. J'ai décidé de potier céramiste, quoi. Quand on m'a regardé, mais le seul qui a perdu des cheveux là-dedans, c'est mon banquier, c'est tout. Parce que il y avait des gros revenus. D'un coup, il n'y avait plus rien, donc potier céramiste, moi voilà, je m'éclatais là-dedans. Je me suis dit, c'est comme ça et c'est pas autrement. Je mets de l'énergie dans ce qui me plaît pas, je mets aucune énergie. Voilà. Voilà comment j'ai envie de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire le plus apaisé possible. Même dans les conflits, même dans toutes ces choses-là. Je m'accroche pas à ce qui va me perturber, voilà, j'essaie d'en dévier au maximum. Ce que je dis souvent, depuis maintenant une dizaine d'années, je me réveille le matin comme tout le monde. Mais je suis déjà satisfait de respirer. Et rien que ça, voilà, ça remplit ma journée. Et après le reste, bon, ben, on vit ce qu'on a à vivre, tout à chacun. Mais c'est de vous dire que la vie, elle est tellement simple que ça en devient compliqué. Parce que voilà, on cherche toujours à... Voilà. Mais posez-vous et c'est tout, quoi. Après, on vient se remplir de tout ce qui nous appartient, en fait. C'est vraiment ça. Et pas aller chercher à droite, à gauche des choses inutiles, quoi. Ce qui est important, c'est de se trouver dans tout ça. Parce que c'est ce que je dis, je veux plus travailler pour quelqu'un, je veux plus ci, je veux plus ça. Mais j'ai des contraintes comme tout le monde, en fait. Donc effectivement, je suis dans la vie. Mais à mon rythme, ou en tout cas comme je veux. Et en laissant faire tout ça, je me suis aperçu, c'est toujours par l'expérience, que la vie, en fait, elle se trompe pas. Donc moi, c'est au fond de moi, je sens qu'il faut que je lâche un peu, que je freine. Et que j'arrête de courir après des choses qui sont futiles. Mais pour moi, tout va s'ouvrir devant nous, en fait. Si on est vraiment sur le bon chemin, il n'y a aucune raison que ça ne le fasse pas. Souvent, les gens disent « Oui, mais moi, je veux faire ça, et ça traîne, et ça... » Ben, c'est que ce n'est pas le moment, en fait, de faire ça. Donc, il faut prendre un peu de recul, s'apaiser. Et est-ce qu'on est vraiment prêt aussi à lâcher ou pas lâcher? Il y en a qui ont besoin de ne pas lâcher. C'est sûr que de lâcher prise et d'être bien, ça fait peur, ça angoisse. On va vers l'inconnu. Donc, si ça parle à certains, ben, essayez. Tenter, et en tout cas on risque rien, quoi. J'ai compris en fait une chose aussi, c'est que tout était écrit. Nos vies, elles sont préétablies et pas par n'importe qui, par nous-mêmes en fait. L'âme qui décide d'incarner, en fait, elle va décider aussi tout un tas d'autres choses. Et donc
forcément, dans nos vies, tout à chacun, on a le libre arbitre, nous ici. On reçoit des choses, on parle d'intuition, on parle de tout un tas de choses. Bah, si on suit cette petite voie-là, cette intuition, elle va t'amener directement sur ce que tu es venu faire. Là-haut, c'est un peu ce jeu-là, c'est-à-dire on va te donner toutes les clés en main, on te regarde en fait, qu'est-ce que tu vas en faire de tout ça, quoi. C'est vraiment comme ça qu'il faut comprendre le truc. C'est pour ça que maintenant, j'interagis tout le temps comme ça, c'est-à-dire j'ai plein de possibilités. Mais j'essaye de voir, comment ça résonne pour moi, et comment ça résonne pour les autres, et comment ça résonne, voilà. Et du coup, je trouve toujours le bon truc. Et si j'y vais dessus, je sais que, voilà, comme je disais tout à l'heure, moi, ma vie aujourd'hui, je veux que ça soit apaisé. Quand on parle des gens qui sont plus là, en fait, on les attire à nous. Les cimetières sont vides. Et ils sont pleins uniquement quand on va apporter des fleurs, une prière, quelque chose. Voilà, on va attirer la personne à nous. Et ce qui est intéressant à faire, après, bon, chacun, c'est une fois qu'ils sont là, en fait, avec nous, essayer plus d'avoir une dynamique de détente. Et ce que je dis souvent, voilà, c'est pas évident, mais rappelez-vous plus des bons souvenirs que de ce qui s'arrête. Et puis, donc oui, bien souvent, quand on va se coucher, en fait, donc on lâche prise. Moi, personnellement, j'arrive à le faire en pleine journée. Je rêve un peu éveillé, on va dire. Et c'est ça, en fait, dans les rêves, quand on voit une entité, quelqu'un de parti, et principalement quand elles viennent nous parler, parce qu'un rêve, souvent, tu es un petit peu spectateur de ce qui se passe. Tu rêves de tout un tas de trucs, voilà. Mais à partir du moment que c'est qu'il y a une personne bien précise qui vient te parler et que tu sens une interaction assez bizarre, là, c'est plus, à mon sens, une connexion avec les entités. Et pour communiquer avec une entité, moi, si je pense à quelqu'un qui est parti, voilà, je parle comme si voilà, j'étais en train de vous parler. Il n'y a pas besoin de faire de choses bien particulières. Et on va tout de suite ressentir la présence. C'est un froid qui va nous transpercer. C'est une sensation, une odeur, une musique. Peut-être tu vas allumer la radio et c'est une musique qui va te faire penser à la personne. Et ça, c'est donc des tout petits signes. Souvent, les gens disent « Ouais, mais moi, j'ai pas de signes, j'ai pas de trucs ». Ben si, mais faut vraiment lâcher au maximum et puis accueillir tout ça comme ça. Et plus tu vas être ouvert, eh ben, tu auras des perceptions plus sûres, plus subtiles. C'est comme ça que, en tout cas, moi, je comprends la chose. Et ce qui m'arrive, quoi. Enfin, souvent, ce que je dis, je ne l'ai pas lu dans les livres, je ne l'ai pas appris de qui que ce soit. C'est ce qui m'arrive, moi. Donc, je fais du magnétisme. Au début, je faisais des soins, j'ai des connexions un petit peu extra, on va dire. J'avais tendance à essayer de me rattraper sur ce côté guide. Donc le grand-père, qui était rassurant pour moi en fait. Voilà, c'était quelque chose qui était encore avec moi et avec lequel je pouvais avancer tranquillement. Et puis après, tu entends toujours parler de guide X, Y, voilà. J'ai eu une conversation assez houleuse avec mon grand-père, c'est-à-dire que souvent quand je fais des soins et que pour moi ça semble un petit peu compliqué, ce que je veux, c'est impérativement qu'il se passe quelque chose de bien pour la personne, que ça soit positif. Donc des fois, quand on n'est pas trop au top, en fait, on va essayer de chercher un petit peu à droite à gauche du soutien, quoi. C'était soit mon grand-père, je lui demandais vraiment de venir là pour m'aider à... C'est juste quelque chose de mental, voilà, tu te prépares à ça, et de venir me soutenir un peu dans ce que j'avais à faire. Et il m'a dit, arrête donc, en fait, tu te disperses, parce que du coup, à aller chercher à droite à gauche, en fait, tu t'affaiblis plutôt. Concentre-toi sur ce que tu es, tu verras tout de suite que tu as largement la force nécessaire pour faire les choses. C'est pour ça que j'ai compris ça aussi, on a toutes ces forces-là en nous, quoi. Ce que j'aurais à dire aujourd'hui à tous ceux qui ont encore peur de la mort, c'est n'ayez pas peur de vivre. Parce que moi, pendant longtemps, en fait, j'ai pas vécu ou très mal sous ce prétexte-là. La peur de la mort, en fait, elle va venir vraiment englober tout un tas de choses. Et quand on en parle souvent, voilà, je vais te dire, tiens, tu vas mourir. Tu vas me dire, oui, je le sais. Enfin, voilà, intellectuellement, en fait, on sait tous. Moi, je le sais vraiment. Toutes les secondes que je passe, je sais que je vais mourir. Ce qui va transformer ma vie, en fait. Et donc, n'ayez pas peur de vivre pour pouvoir accepter cette fameuse mort qui, pour moi, n'est pas un arrêt, mais au contraire un départ. On vient faire le bilan de tout un tas de choses passées ici et pourquoi pas essayer déjà que ce bilan soit le plus léger possible. Donc, du coup, dans la vie, s'écouter un peu plus, ça peut être bien, prendre des décisions qui soient bonnes. La peur de la mort, je crois qu'elle va déclencher chez les gens justement l'inactivité. En fait, on ne bouge pas, on reste replié sur soi. Et puis on va avoir tendance à dire « Ah ben je ferai ça demain, j'attendrai d'être en retraite, je ci, je ça ». Puis bien souvent, tu as les gens « Bah tiens le pauvre, 2 semaines avant d'être en retraite, il décède ».
Ça empêche de faire plein de choses, mais c'est dans l'inconscient, parce que les gens à qui tu vas parler de ça, ils vont dire non, mais c'est pas parce que j'ai peur de la mort que je vais pas partir en vacances. Non, c'est pas ça qui va me retenir. Eh bien, si tu réfléchis bien, c'est quand même vraiment ça. Mais je juge pas les autres, forcément. Hein. Je ne vais pas dire c'est bien, c'est mal, non, ça n'existe pas ça pour moi. Voilà. Chacun fait ce qu'il a à faire. Là où ça devient mal, c'est quand tu commences à empêcher les autres de penser ce qu'ils doivent penser. Puis, non, tu fais ce que tu as à faire, tu évolues à côté des autres, avec les autres, mais je pense que ça irait pas plus mal comme ça, quoi. Vivre ce jour comme si c'était le dernier. La dernière fois, on m'a dit « Mais qu'est-ce que vous serez dans 10 ans ?» J'espère que je serai bien, parce que je vais faire en sorte d'être bien. Maintenant, où, quoi, comment, je sais pas. La vie, ça se généralise pas, en fait. Ma vie, c'est ma vie, la tienne, c'est la tienne, et donc, du coup, à partir de ce principe-là, moi, j'essaye de vivre ma vie, et c'est déjà beaucoup. Et donc, comme je disais, depuis que j'ai fait mon expérience de mort imminente, je mets de l'énergie dans ce qui me plaît. Ce qui me plaît pas, je mets aucune énergie. Je sais en tout cas que si je laisse faire, si je laisse aller, je sais pas où je vais, mais je sais que ça va être bien. Je vais aller où ça me parle, où je vibre, et il n'y a aucune raison que ça le fasse pas.